RTCI nous réunit. Alors aujourd'hui, je suis très ravi de recevoir Madame Christiane Taubira, femme politique française, militante des droits de l'homme, ancien garde des Sceaux, donc français, députée de Cayenne, également députée européenne. Madame Taubira est venue nous rendre visite en Tunisie et à RTCI spécialement en exclusivité lors de ce forum de la francophonie que la Tunisie abritera le sommet donc en 2020. Madame Taubira, je suis extrêmement ravi de vous avoir ce matin sur les ondes RTCI. Bonjour et bonjour à toutes, à tous. Ma première question concernera la francophonie. Quel état faites-vous de la francophonie actuellement dans le monde ? S'il fallait contenir dans une seule expression ce qu'est la francophonie, je dirais aujourd'hui que c'est l'ambivalence. C'est l'ambivalence, c'est-à-dire que d'une part, il y a une ambiguïté, on ne sait pas bien ce que c'est, on trimballe tout un chargement de rancœur, de souvenirs, de choses mal comprises aussi, donc d'un côté, puis d'un autre côté, c'est une espèce de non-vouloir. On ne sait pas bien ce qu'on veut faire ensemble. Donc ce sommet de la francophonie qui se tiendra à Tunis l'année prochaine et que d'une certaine façon nous essayons d'amorcer, de préparer, d'explorer, de fouiller un petit peu pour qu'on aille à l'essentiel, nous rappelle simplement que la francophonie c'est une réalité linguistique qui concerne plusieurs continents puisque cette réalité linguistique est directement issue de l'ancien empire colonial français et cette réalité linguistique n'est pas que linguistique. D'une part parce qu'il y a cohabitation d'autres langues là où le français demeure ou est langue officielle ou langue nationale et d'autre part tout simplement parce que les langues, quelles qu'elles soient, véhiculent des valeurs, des histoires, des notions, des rêves, des principes, des façons de faire, des modes de vie, des arts de vivre, des expressions culturelles, artistiques. Et la francophonie, c'est donc tout ça. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on se reconnaisse entre francophones. Ça ne doit pas être exclusif, parce que je dis que le pire des périls pour le français et la francophonie, ce serait le monolinguisme. Donc, il ne faut pas s'isoler dans une langue et se regarder. Il faut au contraire laisser s'épanouir cette langue avec tout ce qu'elle transporte. Il faut laisser de l'espace pour les langues natives et même pour d'autres langues, y compris d'autres langues européennes. Et puis, il faut surtout se dire que nous avons ceci en commun pour agir sur le monde. Donc, non pas simplement nous regarder, mais regarder le monde et agir sur le monde. Est-ce que la France a une responsabilité dans la promotion ou le déclin de la francophonie ? La francophonie est souvent donc liée à la France parce que c'est la langue maternelle donc de la France et le désengagement de la France qu'on appelait un certain moment le France-Afrique, est-ce qu'il est de nature peut-être à remarquer, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ce déclin relatif de la francophonie un peu dans le monde ? C'est vrai que certains disent que c'est peut-être l'essor d'autres langues comme l'anglais ou comme l'espagnol ou comme donc le mandarin avec donc les Chinois qui sont en train d'envahir économiquement. Dans quelques jours, dans quelques semaines, ils vont devenir la première puissance économique du monde. Est-ce que la France a une responsabilité en matière de francophonie ? Mais sur le plan du principe et sur le plan philosophique, oui, la France a une responsabilité, ne serait-ce que parce qu'elle a intérêt elle-même à la vitalité, au rayonnement de sa langue. Donc pour ça, elle a intérêt. Mais est-ce qu'elle a une responsabilité ? Mais est-ce que c'est une responsabilité exclusive ? Non. Est-ce que cette responsabilité, si elle n'est pas assumée, cela handicape la francophonie ? Non, pas objectivement. Dans la mesure où, si les territoires où l'on parle français, où l'on sent où on veut appartenir à la francophonie, si ces territoires font vivre la langue, de toute façon, ils apportent quelque chose. Ils apportent cette énergie, cette vitalité, cette créativité. Moi, je pense que le plus grand danger, je viens de le dire, le plus grand danger qui vise le français et la francophonie, c'est le monolinguisme. Mais la France doit d'abord aussi avoir conscience qu'elle a des langues françaises, parce qu'il y a des langues régionales en France qui ont des siècles de vie, qui ont encore de la vitalité, même si on ne leur ouvre pas d'espace public, mais sur les territoires régionaux, les gens font vivre ces langues-là. Et puis, il y a évidemment le français tel qu'il est pris, adopté,
été malaxée, transformée, irriguée, incubée. Vraiment, dans les territoires francophones, on fait un peu aussi ce qu'on veut, ce qu'on aime avec le français. Donc il y a de très belles expressions qui viennent du Québec, qui viennent de la Belgique, qui viennent, moi j'en ai entendu aussi aujourd'hui, qui viennent de Tunisie. Donc tous les pays francophones. Vous avez entendu quoi en Tunisie? Notamment une histoire de partage, oui. qui est devenu un mot tunisien parce qu'il est utilisé de façon sensiblement différente de l'origine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de nombreux mots qui sont sortis de cette région du monde, de l'arabe, mais aussi un peu plus loin du persan, du turc. Il y a des mots qui sont entrés dans la langue française. Le chagrin, par exemple, on sait que c'est un mot d'origine turque. Alcazar, c'est évident, c'est un mot d'origine arabe, mais il y en a plein. Caravane, c'est un mot persan. Il y a des tas de mots. Algorithme, par exemple, qui entre dans notre vie quotidienne. Voilà, c'est un mathématicien arabe du 8e siècle. Donc voilà, la langue française elle-même, elle se moque bien des crispations des hommes politiques ou des gens qui sont sur des fantasmes identitaires et qui se replient sur eux-mêmes. La langue, elle vit sa vie, elle vogue, elle navigue, elle ramasse en passant, elle transforme, elle change parfois la sonorité, elle garde en général le sens, elle est amnésique parce qu'elle oublie complètement où elle a pris ce mot-là. Parfois le mot a voyagé et puis il a pris, il y a des mots arabes qui sont passés d'abord par l'Inde, qui ont remonté la Méditerranée. Donc la langue, elle ramasse tout seul, prend tout seul, donne l'hospitalité et cette vie-là, elle est encore très vivante. Donc oui, la France a une responsabilité. Oui, elle devrait faire davantage dans la mesure où c'est son propre intérêt de nourrir la vitalité de sa langue, mais ça n'est vraiment pas grave si elle ne se décide pas à en faire davantage parce que la langue vit intensément ailleurs. Alors, vous êtes une femme politique française, vous avez une carrière politique très importante, très riche également. Et aujourd'hui, nous en avons discuté hier, je voudrais vous poser la question par rapport à cette démocratie que nous sommes en train de regarder dans le monde. Est-elle en train de s'essouffler? Quelques manifestations sont très importantes, la montée du nationalisme un peu partout en Europe, aux États-Unis, nous l'avons vu dernièrement au Brésil, toutes choses étant égales par ailleurs, bien entendu. Les gilets jaunes aussi, c'est peut-être une expression très importante d'un essoufflement de cette démocratie. Je voudrais bien vous écouter sur cette question bien particulière, Madame Taubira. Vous avez parfaitement raison, la démocratie est très malmenée pratiquement partout où elle était installée, est tellement installée qu'on avait perdu de vue que c'est quand même une forme d'organisation sociale et politique qui suppose des institutions qui fonctionnent, qui suppose des institutions qui soient attentives aux citoyennes et aux citoyens. On avait oublié que c'est beaucoup plus que des rendez-vous électoraux tous les 5 ou 6 ans. On avait oublié que c'est beaucoup plus que simplement faire respecter des lois, y compris lorsque ces lois ne sont pas très justes. On avait oublié ça. Donc les démocraties qui sont très très bousculées sur plusieurs continents, en Europe, mais également, vous l'avez rappelé, aux Amérique du Nord ainsi qu'Amérique du Sud avec le Brésil. Ailleurs aussi, on voit bien que des pays comme la Turquie, par exemple, sont des pays qui sont en train de glisser vers des démocratures. Et donc, voilà, il y a encore au moins une apparence d'état de droit, c'est-à-dire qu'il y a des lois, il y a un parlement, il y a un peu de presse, donc il y a des apparences d'état de droit, mais par contre, il n'y a pas vraiment une démocratie au sens où il n'y a pas une respiration dans la société qui permette que, d'abord, en étant différents, on soit considérés comme égal et comme égaux, que nos opinions puissent s'exprimer librement, sans qu'on soit réprimé, que des artistes, des poètes, des cinéastes se permettent de contester le pouvoir sans se retrouver incarcérés. Donc, on se rend compte effectivement que tout ça recule. Donc, c'est un appel quand même de la démocratie aux citoyennes et aux citoyens qui sont attachés. C'est une espèce d'appel au secours. La démocratie est en train de dire « Attention, je suis mortel. Attention, je suis vulnérable. Attention, je suis remplaçable. » Donc ça, c'est un mouvement qui peut être un mouvement de chance. Si les responsables politiques partout sont capables de saisir ce moment pour dire mais cet héritage-là, on a oublié de le faire fructifier, il faut le refaire vivre. Et réfléchir qu'est-ce que l'état de droit, qu'est-ce que la démocratie en tant que telle, qu'est-ce que la séparation réelle des pouvoirs, qu'est-ce que c'est que les contre-pouvoirs qui justement peuvent
interroger, interpeller le pouvoir? Qu'est-ce que c'est que d'ouvrir des espaces pour que la parole des citoyennes et des citoyens puisse remonter jusqu'aux institutions et qu'on cesse de les gouverner sans même les consulter et s'habituer au fait qu'ils ne viennent plus aux rendez-vous électoraux et on trouve que finalement c'est pas grave, 45% de participation c'est pas grave, 35% c'est pas grave. Non, c'est dramatique, c'est dramatique. Donc voilà, il y a là un moment de bascule avec tout le potentiel de risque que cela suppose, mais aussi avec quand même, je crois, des opportunités de se rendre compte d'un sursaut pour les personnes qui sont attachées à la démocratie, en sachant que ça n'est pas un système parfait, mais quand même, franchement, par rapport à tout le reste, on en redemande. Hein. Vous avez assisté à la jeunesse du printemps arabe, vous avez été ministre de 2012 à 2016, garde des Sceaux, donc un ministère régalien, donc vous avez été un peu dans le secret des dieux, si j'ose m'exprimer ainsi, sous la magistrature donc, de François Hollande. Aujourd'hui, quelle image portez-vous sur la transition démocratique en Tunisie ? Alors, c'est vraiment en toute humilité, en tout respect et je dirais en toute affection que je regarde ce qui se passe en Tunisie, en sachant en plus très lucidement que je ne sais pas tout et que je ne comprends pas tout. Moi, j'ai une admiration particulière. Elle est profonde, elle est durable. J'ai une admiration particulière pour la Tunisie par rapport à son histoire, y compris après la colonisation. Vous avez eu un chef d'État, Habib Bourguiba, qui justement est un des membres fondateurs, un des pères fondateurs de la francophonie, mais surtout qui était un chef d'État avec une vision de la société où il avait une capacité à cette époque-là, d'ailleurs, à considérer que la femme est égale à l'homme. Alors, je ne connais pas les détails du statut personnel, mais de ce que je sais sur le code de la famille, sur les droits, sur le rapport à la religion, sur les libertés individuelles. Je crois que la Tunisie, à la sortie du système colonial et impérial, a été un des pays où la démocratie s'est installée de la façon la plus évidente, la plus aisée. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, mais je n'en connais pas de parfaite. Hein. En France, il y a des tas de choses insatisfaisantes. Ailleurs, y compris dans les pays scandinaves, il y a des choses, notamment ces temps-ci, on voit bien qu'il y a des choses à réparer. Donc voilà. Mais la révolution tunisienne a été, bon, moi, elle m'a touchée profondément, à la fois au cœur et à l'intelligence. Hein. Elle m'a touchée dans la mesure où ces personnes qui, à la fois dans la joie, mais aussi la rigueur, dans la fête, mais aussi la réflexion, on dit pacifiquement, on va faire notre société respirer. Voilà, bon, le prix Nobel a salué tout cela. Et puis, je sais que vous êtes aux prises avec des choses qui ont besoin d'être améliorées. D'ailleurs, lorsque j'étais garde des Sceaux, j'ai fait une visite officielle ici. J'ai travaillé avec les institutions sur un certain nombre de sujets, donc la question évidemment de l'égalité des femmes et des hommes de façon réelle, pratique, la question des libertés individuelles, y compris des libertés sexuelles, par exemple, la question des libertés individuelles dans le cadre du mariage, la question de la distance entre la politique et la religion, entre les institutions et la religion, et aussi entre la politique et la religion, dans l'autre sens. Donc tous ces sujets-là, ils sont là. Et je sais que vous en débattez, bon, le travail sur la nouvelle constitution, tout ça. Donc je suis vraiment très attentive, très curieuse, très intéressée, plutôt contente des avancées. Le seul bémol, c'est que moi, mon tempérament, c'est un tempérament impétueux. Donc moi, le temps, je le prends toujours à la gorge et je veux toujours avancer vite lorsque c'est juste. J'estime qu'il faut avancer vite. Ensuite, je pense que pour les générations actuelles, c'est difficile de leur dire on va réaliser ça dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Quoi. C'est une impatience que non seulement je comprends, mais que d'une certaine façon, si je peux, j'arrose. Christiane Taubira, on dit que la politique est une maladie dont on ne guérit jamais. Aujourd'hui, est-ce que cette vie politique que vous avez, vous allez continuer à l'avoir? Ou est-ce que vous allez prendre votre retraite, la retraite de la guerrière? Alors déjà, j'éclate de santé, donc je n'ai pas à guérir de la politique. Pour moi, la politique, c'est une série d'engagements sont des engagements qui prennent des formes différentes. J'ai assumé des mandats électifs. Je parle de celle institutionnelle.
Oui, j'ai bien compris. Donc, j'ai assuré des mandats électifs et j'ai décidé, mais je l'avais dit publiquement depuis 2010, que je ne voulais plus assumer de mandat électif. Bon, j'ai accepté d'entrer au gouvernement, donc c'est pas un mandat électif, mais j'ai été garde des Sceaux, ministre d'un ministère régalien. Je suis très heureuse d'avoir eu l'opportunité de contribuer à l'évolution de la société, de contribuer à améliorer l'institution judiciaire, de contribuer à mettre plus de juste, plus de bon et plus de bien dans la société française. J'ai beaucoup travaillé au niveau européen également. Donc voilà, il y a d'autres formes. Là, j'ai décidé de me consacrer, ça fait presque 3 ans maintenant, je me consacre beaucoup à la jeunesse parce que j'ai une espèce d'obsession de la transmission en me disant qu'il faut permettre aux nouvelles générations de gagner du temps, donc lui transmettre les expériences, les réflexions, les combats, les difficultés, les enseignements tirés de ces difficultés. Et puis, bon voilà, moi je rêve de faire de la politique différemment. Voilà, je ne veux pas de mandat électif, mais je sais qu'on peut faire de la politique parce que la politique, c'est quand même tout simplement se mêler de notre vie à tous. C'est quand même ça. Donc réfléchir ensemble. J'aime ces choses collectives. J'aime ces échanges. J'aime ces discussions. J'aime ces disputes même. J'aime les controverses. J'aime que les choses soient claires et franches. J'aime savoir que je suis en accord avec un tel et en désaccord avec un tel. Et j'ai le même respect pour celui avec qui je suis en accord et celui avec lequel je suis en désaccord tant qu'il se comporte correctement. Donc il faut des fondamentaux communs. Il faut des en commun même, il faut des choses précieuses auxquelles nous sommes attachés, mais nous avons le droit d'avoir des divergences, nous avons le droit de nous battre avec beaucoup d'ardeur pour pour rendre victorieuses nos convictions et nos idées. Donc ça, j'espère encore le faire et je le fais pour l'instant beaucoup auprès des jeunes et beaucoup auprès des gens. Les Tunisiens, tout à l'heure, vous en témoignez une très grande gratitude. Vous avez eu droit donc à une standing ovation lors de votre discours, un bain de foule qui fait réellement plaisir d'hommes et de femmes tunisiennes, mais pas uniquement, d'hommes et de femmes subsahariens également qui étaient venus pour vous. Est-ce que vous allez revenir souvent en Tunisie ? Je viens toujours avec beaucoup de plaisir, je viens quand même assez régulièrement. C'est un des pays où je viens le plus fréquemment quand même. Et je viens toujours avec beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que je reçois tellement d'énergie, tellement d'affection, tellement d'encouragement. Je reçois même trop, je trouve. Enfin, c'est pas trop parce que j'accueille tout et il y a de la place encore pour accueillir, mais je veux dire que j'ai le sentiment de recevoir au-delà de mes mérites. Donc, ça fait beaucoup de bien. Je suis très sensible à cette confiance. Et puis voilà, et puis toute génération confondue. Donc, ce qui me touche profondément, c'est vraiment beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes gens, mais voilà, des personnes plus âgées, des personnes d'expérience, des personnes qui sont à la retraite et qui donnent de leur temps aussi. Donc voilà, ce sont des idéaux que nous avons en commun, ce sont des valeurs que nous partageons, ce sont des engagements que nous chérissons, et c'est la démonstration que par exemple, c'est une illustration de la francophonie, puisque je ne sais pas grand-chose en arabe, je connais plein de mots d'origine arabe qui sont entrés en français. En plus, j'ai acquis il n'y a pas très longtemps un dictionnaire, mais j'avais déjà écrit un livre où j'avais repris des mots. J'en connaissais pas loin d'une centaine. Et puis, j'ai découvert un dictionnaire récemment. Il y en a 400. Donc, c'est absolument fabuleux. Donc, ce sont des choses auxquelles je suis attachée depuis très longtemps. Et lorsque je viens en terre tunisienne, j'ai l'impression d'abord d'arriver chez moi, vu l'accueil qui m'est réservé à chaque fois. Ensuite, de bien voir que j'ai tellement de choses en commun, des choses à la fois, il y a des choses douloureuses, il y a des choses délicates, il y a des choses sensibles, il y a des choses réjouissantes, mais il y a tellement de choses en commun, des interrogations, parfois une espèce de circonspection sur le monde, sur les pouvoirs. Voilà, je retrouve tout cela lorsque je vais en Tunisie, donc je n'ai pas fini de venir vous voir. Merci beaucoup, Madame Christiane Taubira. Merci infiniment de votre passage ce matin sur notre plateau. C'est un plaisir de vous interviewer et j'espère qu'on le refera à chaque fois que vous serez en Tunisie. Merci infiniment. RTCI nous réunit.